Ah oui, c'est mieux. C'est mieux dans ce sens-là. Je vois qu'il y a déjà des gens qui arrivent. Salut. Ah bah Camille est dit, donc je vais l'inviter tout de suite. Hop. Alors, Camille, ajouter. Camille est là. Ah, salut! Bonjour Damien. Comment tu Ça vas? va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est quand la Mhm. dernière fois qu'on s'est vu? Bah c'était au Game Jam. C'est ça, c'était à la Game Jam, donc c'était en février. Ouais, putain, ça fait déjà 3 mois pratiquement. Ça passe, hein, ça passe. Et le Putain, ouais. confinement nous a fait les choses, donc bon. Ouais, ouais, on m'en parle pas. C'est l'enfer. Il fait super beau, super bon, et on reste enfermé. On Attends, attends, adore. attends, regarde. Regarde. Ah oui, mais t'as la petite cour, toi, c'est bien. Moi, non, je suis enfermé, je suis au troisième étage d'un immeuble au milieu de Lyon. Alors, t'imagines bien que. Non, il n'y a pas de petite coupe pour toi. Non, non, dans un petit 30 mètres carrés, à deux, c'est compliqué, mais ça va. C'est compliqué. Bon, j'ai vu qu'il y avait Olivia. Bonjour Olivia. Je Salut, vais bientôt te Olivia. laisser, je vais bientôt te laisser la place, Olivia, ne t'en fais pas, je ne serai pas longue. Du coup, on commence l'intro maintenant. Comme ça, les gens qui. Après, au pire, s'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure, vous essayez de Ouais, raccrocher bien les sûr, gens. ouais. Pas de souci. Bah là, on est 5 à ce que je vois. Ouais, après, c'est le nombre de followers de la maison, et je ne sais pas combien. Après, il y a personne qui regarde de manière générale. D'accord. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un peu plus Je de t'avoue monde. que j'ai jamais fait de live sur Instagram, donc bon, on verra, mais C'est ton premier live, c'est ton baptême. oui, c'est mon baptême. Il faut une première à tout, comme on dit. Exactement, faut une première à tout. Bon, alors, du Ouais. coup, pour ce live, je ne serai pas dessus. En tout cas, je ne serai qu'à certaines parties ou très brièvement. Je vais laisser la place à Damien, du coup, et à Olivia qui attend tranquillement son tour. Vos maîtres de Donc, conférence. maître de conférence, t'inquiète, ça arrive. En effet, ça arrive. Alors, du coup, c'est le premier épisode d'une série de live Instagram sur le thème de eh bien, La fantaisie. et ses mystères. Tout à fait. Donc, tant Surtout qu'à faire, ces mystères. surtout ces mystères, ouais, parce que la fantaisie, on connaît un peu tous de nom, mais on n'est pas foncièrement sûr de tout connaître de ce jeu. Non, Voilà. bah non, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais très peu savent faire la distinction réelle entre ce qu'est le merveilleux, le fantastique, la fantaisie, etc. Donc oui, on va en parler. Vas-y, tu spoil, tu spoil. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais spoiler plusieurs fois, donc Il y a une série qui se kiffe. Mon Dieu, je viens de le découvrir. Mmh. Bon, en tout cas, cette série de... Alors, je sais pas, on n'a pas encore défini le nombre d'épisodes. On va voir comment se gère cet épisode-là. Et après, peut-être on déterminera un nombre. Pour l'instant, on est sur 4 ou 5 épisodes à peu près. au moins 3, 4. Au moins trois quatre. Après, ça dépend si les gens commentent, s'il y a des sujets qu'il faut approfondir. Bref. Si on trouve de nouvelles idées à exploiter, etc. Toujours des idées, Damien, toujours. Toujours, oui, c'est vrai. Bah, en plus, moi, tu me connais bien, j'ai tendance à m'étaler. Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Absolument pas. Je vois pas de Donc, quoi du tu coup, parles. non, absolument pas. Donc, du coup, cette série sera animée par toi et par Olivia, parce que vous êtes tout simplement les deux auteurs fantasy de la maison. Pour l'instant, vous n'êtes que deux. Donc, vous Pour êtes les deux l'instant. seuls à pouvoir Bah, encore parler du sujet. récemment, j'étais tout seul. Et ouais, comme J'étais quoi, le porte-étendard. je suis tout seul. Ouh. Mais Olivia a eu la gentillesse de te rejoindre. Donc, c'est cool. Enfin, Oui, sur tes bah, conseils ça, d'ailleurs. un petit peu grâce à moi, mais Oui, sur tes conseils. Donc, voilà. Tu peux lui demander est-ce qu'elle te dresse une statue. bah, je, Un petit je, peu je, je lui ai supposé l'idée qu'elle me donne ses droits d'auteur, mais bon, je lui ai dit, comme on n'en touche pas tant que ça déjà de base, on va quand même être sympa, on va les lui laisser. bah, au moins, elle pourrait t'inviter à prendre un verre. Oui, mais c'est prévu quand on se voit. Elle m'a promis de me payer une bière, au moins. Au moins. Bon, bah super. Totalement. Mais bon, comme j'aime bien la bière, peut-être 2 ou 3, c'est pas mal Ouais, aussi. elle est pas au bout de ton portefeuille, quoi. C'est Très ça. bien. Donc, moi, je suis juste là pour faire l'intro, pour faire la présentation. J'ai dit non quand même. Oui, pour les droits d'auteur, oui, j'imagine que tu as dit non. Oui. Oui, Donc, j'ai Damien, été gentil. ouais, je rappelle, tu es l'auteur des Trois Gardes, voilà, dont le tome 3 sort. Oui. En juin? Ah, je t'ai perdu. Moi, non. Bon, on a Moi, perdu Camille. mais je suis toujours là. Ah, bah, je t'avais perdu, ça buguait, tu sais, ça tournait. Non, 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 me dis pas ça, s'il te plaît. Donc, je vais être très claire, je vais être très rapide, comme ça, Olivier va pouvoir se mettre à ma place ultra Oui, oui. rapidement. Donc, du coup, le tome 3 sort en juin. Il est en correction en ce moment.
Et Olivia a rejoint la maison, donc du coup, très récemment pour Les Carmidors, texte qui est lisible encore aujourd'hui sur Wattpad, sur son compte, qui ne le sera peut-être bientôt plus dans pas longtemps. Qui sait? À voir. Il faut qu'on en On verra. discute. Ah bon? Elle, D'accord. elle était jamais partie, Olivia. Je suis toujours là, toujours. Elle m'avait pas dit ça. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, allez lire Les Carmidors, c'est une petite pépite, comme on en fait très peu sur Wattpad. Donc, allez-y. Ok, super. Bon, bah, du coup, je te laisse me déconnecter. Un excellent Ouais, bien live. Moi, sûr. je C'est la je petite note croix, j'imagine? Ouais, c'est la petite croix, ouais. Ok. N'oublie pas de demander à Olivia de te rejoindre, tant qu'à Oui, faire. oui, oui. Bah, vas-y, Olivia, envoie la demande et comme ça, j'ai juste appuyé sur le bouton. Ok, bon, en tout cas, le premier épisode, ça parle de Des des origines. origines de la fantaisie. Voilà. Bon, bah, du coup, bon Voilà. épisode. Bah, merci. Et puis, à tout de Mhm. suite. À tout de suite, là. Bon, maintenant, on attend mademoiselle. Ah, Hey, salut. coucou. Alors attends, Comment j'ajuste. vas-tu? Ça va, ça va. Alors attends, j'ajuste un peu l'image histoire qu'on est. Alors déjà, juste, je vais demander à tout le monde, est-ce que vous nous entendez bien tous les deux? Parce qu'il y a des différences de son des fois, donc en fonction, je vais ajuster un petit peu. Moi, je Donc t'entends normal. Enfin, un peu fort, mais normal. d'accord, ok, très bien. Est-ce que ouais, ça va? Vous nous entendez à peu près bien tous les deux? Cool, cool, cool. Moi, ça va. Vous n'hésitez pas à nous couper si jamais on parle trop bas ou que vous comprenez pas les choses parce que on parle vite, moi surtout. Donc, en fait, Ouais, en moi fait, aussi, j'ai tendance à être concis et rapide, mais ouais, sinon, de toute façon, si vous avez des questions, si on n'est pas assez exhaustif ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas une seule seconde à nous ouais. couper et Ça à nous peut aller poser des très vite, questions. en plus. C'est-à-dire que moi, Voilà. en 5 secondes, je peux débuter 5 pages et 4 paragraphes. Donc, n'hésitez pas à couper. C'est un esprit de synthèse, tous les deux, j'imagine. Enfin, c'est bien les esprits de synthèse. On va essayer. Bon, alors, au niveau du programme, ce qu'on vous propose, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais normalement tu l'es. C'est parce qu'elle parle fort. C'est Ça pas mal. commence. Ça commence déjà à tailler. Euh, alors, on vous propose en fait cet épisode-ci en 3 phases. Une première phase qui serait vraiment portée sur ce qu'est la fantaisie, donc ses définitions, ses origines, enfin, surtout sa définition, ses différences avec les autres genres du merveilleux, sa différence notamment avec le fantastique et ce qu'est le merveilleux, et aussi les différents sous-genres qui la composent, etc. Et on va vous Voilà. expliquer pourquoi c'est super important. Parce que là, ça a l'air chiant comme ça. Mais en vrai, c'est super intéressant et c'est très important. Eh ben, on va témoigner de tout ça. Ensuite, on vous propose une seconde partie sur les origines de la fantasy, notamment ses auteurs pionniers, ceux qu'on a pu considérer comme les origines de la fantasy, mais qui ont fini par être erronés à force d'études. Et puis, moi, j'avais pensé que c'était peut-être une bonne idée quand même à la fin, comme nous on est tous les deux auteurs de fantasy chez Beta Publisher, parce que tu nous as rejoint tout récemment. De définir un petit peu aussi notre propre fantaisie en disant en quoi elle diverge au final de ce qu'est la fantaisie dans son idée générale. Donc, en Ok? fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer ce que c'est que la fantaisie. Et après, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait pas de la fantaisie tout à fait comme tout le monde. C'est tout à fait logique. Voilà. Si, toi et moi faisons de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie particulière, on va dire, du moins avec certaines particularités Mais c'est spécifiques. particulier. Oui, oui, bah de toute façon chacun a son propre ouvrage finalement, donc. Tout à fait. Bon, voilà. Donc en tout cas, si vous avez des questions, des remarques, etc., Blague. vous y allez. On va essayer de ne pas rendre ça trop chiant parce qu'on n'est pas là pour faire un cours. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que tu te laisses commencer, par exemple, en me disant ce que pour toi c'est la fantaisie? Si je te dis le mot de fantaisie, en littérature, s'entend pas la fantaisie dans le sens général. Qu'est-ce que c'est pour toi? J'adore parce qu'en fait, directement, t'es le prof. Tu me poses la question, moi je suis là, putain, j'ai pas révisé, c'est vrai. Bah, non, mais Voilà. alors oui, parce que pour information, je suis professeur d'histoire-géographie. Donc, en fait, j'ai l'habitude de faire intervenir mes élèves comme ça. Donc, bon, Je me suis remise à piquer quand j'étais au collège. En fait, oh putain, merde, j'ai rien appris. non, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. C'est un peu comme la philosophie, tu sais, il n'y a rien à apprendre. Tu balances ce que tu sais et après, on verra bien ce qui se passe.
Alors, je peux vous expliquer surtout ce que n'est pas la fantaisie, donc je pense que je prends le sujet à l'envers. Alors, pour moi, la fantaisie, de la petite définition que je peux en faire, ça va être des œuvres qui vont se dérouler soit dans un monde qui n'existe pas, soit avec des éléments qui n'existent pas en réalité. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas, la fantaisie. Oui, c'est une façon de le voir. Oui. La fantaisie, oui, c'est ce qui est certain, c'est que la fantaisie, c'est quelque chose de totalement imaginaire. Après, qu'est-ce qui va définir la fantaisie dans sa particularité littéraire? Qu'est-ce que sont finalement les codes qui font qu'un récit, c'est de la fantaisie? C'est bien, c'est que j'ai potassé mon sujet, mais je sais quand même pas répondre à ta question, c'est absolument merveilleux. Bah, disons que la fantaisie a des codes. Donc, si on prend une définition simple de ce que peut être la fantaisie, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que, par essence, le surnaturel n'est pas considéré comme surnaturel. D'où le fait que ce soit de la fantaisie. Ok? Ça, c'est la définition générale de l'affaire. J'aime bien les commentaires de Camille, tu vois, qui est en mode, qui sent que t'es déjà désespéré de moi. Ça fait peut-être 10 minutes que je l'avais commencé. Bon courage, Damien, ça va bien se passer. Non, mais non. Tu es d'accord avec moi sur Ah, cette définition ou pas? Et d'ailleurs, mais alors moi, très précisément, j'ai toujours besoin d'exemples très concrets parce que sinon, moi, je me mélange en fait. C'est-à-dire qu'il me faut des exemples, tu vois. Tiens, par exemple, on a ici, il y a des aventures et c'est épique. Oui, c'est vrai, ça marche. eh ben, le terme d'épique et le terme d'aventure fait indéniablement partie de la fantaisie et va même finir par qualifier un genre, un sous-genre de ce que peut être la fantaisie. Mais si on prend vraiment la fantaisie dans son aspect vraiment global, c'est l'introduction du surnaturel dans un univers qui est considéré dès lors comme normal. C'est ça. Par cette définition-là, on peut la différencier directement par du fantastique. Fantastique, ouais. C'est-à-dire que le fantastique, donc on a par exemple des auteurs chez Beta Publisher, donc Anthony et Laurence, je ne sais pas s'ils sont là avec nous, peut-être pas, j'ai pas vu, qui sont auteurs de fantastique et non de fantasy. C'est parce que eux partent d'un univers réel, donc le nôtre, avec l'introduction du surnaturel qui reste, par sa définition et son essence même, surnaturel. C'est ça. Donc Laurence, c'est par exemple les métamorphes, donc des hommes qui sont capables de se transformer en animaux. Donc dans la vie réelle, je pense pas qu'on ait déjà vu ça, ou alors bon, pourquoi pas, hein, mais je veux les preuves vidéo. J'avoue. Et Anthony, lui, c'est du fantastique onirique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de voyager dans ses rêves à travers un livre qu'il découvre dans le tout premier tome, si je me souviens bien. Faut pas qu'il tape si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Alors là, tu vois, à partir de là, moi, j'aurais presque envie de dire que selon mes propres critères, en fait, ce qui est écrit Laurent, donc moi, ce serait presque de la fantaisie aussi, tu vois. De quoi? J'aurais presque envie de dire que du coup, Métamorphe, donc ce qu'écrit Laurence, c'est presque de la fantaisie aussi, en fait. Parce que les êtres humains qui se transforment en animaux, si pour eux c'est tout à fait normal, quelque part on rentre presque dans un cadre fantaisie, même si c'est de l'urban fantasy. Eh ben, oui, du coup, c'est ce qu'on appelle l'urban fantasy, où c'est parce qu'on se place du point de vue d'un personnage qui, pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas du coup surnaturel. Donc, par exemple, l'exemple le plus typique, Harry Potter, exactement. Oui, alors je vais être très souvent urban fantasy. Pour spoiler ce que tu vas dire, c'est normal. Oui, non, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir, on va avoir plein de petites définitions, des mots comme ça qui vont passer et qui entrent en fait dans la catégorie des genres de la fantasy. C'est ça. La vraie difficulté pour moi de la fantasy, c'est que c'est un genre qui est tellement large qu'à définir, en fait, c'est ultra casse-gueule. C'est très compliqué. Il faut juste garder bien à l'esprit que ce qui va définir véritablement la fantasy, c'est le surnaturel considéré comme quelque chose de normal, de naturel en fait, tout simplement. Donc la magie ou quelque autre forme de magie, quelle que soit, je sais pas, mais là j'ai pas d'idée précise, mais bon, généralement de toute façon dans les récits traditionnels de la fantasy, c'est la magie qui prédomine. Après, elle porte pas forcément ce mot-là, mais au final, c'est de la magie, quoi. C'est ça, où les héros et les dieux, etc. Voilà, tout à fait. Voilà. Écoute, je pense que niveau définition de la fantaisie, on a contourné le sujet de façon assez brillante. Les gens n'y ont vu que du feu pour l'instant, dites-moi ou pas. Je suis pas tout à fait certaine de moi sur ce coup-là. Si, ça a l'air d'aller. De toute façon, il y a, comme Elodie, tu vois, par exemple, Elodie, elle suit bien, elle a bien compris que ce qu'on disait, c'était bien de l'urban fantasy et pas de la fantasy dans le... Elle a dû le dire avant, parce qu'en fait, il y a toujours des petits décalages, commentaires, son, images, tout ça. Donc... Oui.
J'avais remarqué. Ouais. C'est pas super évident, franchement, c'est un peu mal fait parce que les commentaires, tu les vois pas vraiment bien. T'en as 3-4 qui se baladent, quoi. C'est pas. Bah, moi, mon boulot, c'est de faire des interfaces et pour moi, ça, c'est fait avec le cul, très clairement. Je suis désolée, hein, c'est vraiment mal fait. Bah, écoute, en envoyant un mail à Instagram, leur dire que c'est de la merde. C'est ça. Faut refaire, messieurs, dames, faut refaire. Alors ensuite, on devait parler des sous-genres. Du coup, c'est peut-être l'occasion de détailler un petit peu ce qu'on trouve dans la fantasy. Ah oui, alors après, moi, les sous-genres, j'avoue que je les connais pas tous, j'en connais pas mal. Ouais, mais j'en connais pas mal aussi. Je pense qu'il y en a que je dois pas connaître. Oh, mais en fait, il y en a plein. En fait, ce qui est intéressant à dire, c'est que souvent, on critique un peu la fantasy, enfin, surtout ces sous-genres, en mode, ouais, non, mais la fantasy, ils peuvent pas faire simple, il y a 20 milliards de sous-genres et tout. Et t'es là. Mais en fait, les gars, c'est normal. Parce que regardez, en fantasy, on a tellement de choses différentes. On peut avoir du Twilight, on peut avoir du Star Wars, on peut avoir du Game of Thrones, et tout ça dans un seul genre. C'est un petit peu comme si on disait, non, mais attends, la romance, le policier, c'est pratiquement la même chose, quoi. Donc, il y a de la romance, du policier dans une romance, enfin, c'est parce que c'est un genre qui est tellement riche et qui est tellement diversifié qu'en fait, ça devient vite nécessaire de mettre des étiquettes pour comprendre ce qu'on retrouve dans un livre. Sinon, c'est ahurissant. On ne sait pas sur quoi on va appliquer. Comme... Oui, bah, de toute façon, ça, c'est un réflexe humain que de mettre des étiquettes partout. Mais c'est pratique, en fait. C'est pratique, des fois. Oui, oui, c'est sûr. Alors, donc, Camille nous demande qu'est-ce que vous lisez comme fantasy sous-genre. Alors, bah, moi, personnellement, je lis surtout de la dark fantasy parce que c'est ce que j'écris. Donc, la dark fantasy, c'est considéré un peu comme bah, du coup, de la fantasy noire, on va dire. C'est-à-dire un univers très sombre, très violent, très adulte, où le bien et le mal, enfin, du moins, la notion de bien et de mal, qui est vraiment très prégnante dans la fantasy en général, n'existe pas. La frontière, ou du moins, la frontière est très friable. Moi, c'est ce qui se fait notamment dans les Trois Gardes, où bah, c'est-à-dire que les démons sont pas forcément les vrais méchants, mais les humains peuvent aussi être aussi horribles en fait que peuvent paraître les démons. Par exemple, dans les Thermidor, je trouve que c'est exactement ça. Il y a même pas de de démons ou quoi. Il y a juste des humains, tous plus horribles les uns que les autres. Des connards. C'est clair. Putain, c'est tout. Franchement, c'est tous des enfoirés dans ton univers. J'ai l'impression que ça peut pareil pour toi, hein, toi avec tes 50 millions d'occurrences du mot viol dedans. Hein. Eh, mais Camille, on a peut-être pas des gens qui sont anglophones, donc on sait jamais. Et à l'opposé de Dark Fantasy, on va sortir un autre truc qui est assez con. Il y a ce qu'on va appeler, qu'on utilise beaucoup moins comme terme, mais ce qu'on appelle la Light Fantasy, donc une fantasy lumineuse. Hein, notez mes termes traduits. Et donc, une fantasy lumineuse, en fait, ça va être quelque chose où la frontière entre le bien et le mal va être plus nette et où finalement, même s'il y a des éléments qui peuvent être très sombres, et ben, c'est quand même à la fin la conception du bien qu'on a qui va gagner. En fait, typiquement, ça va être le Seigneur des Anneaux, par exemple, où clairement, bah, le bien est très clairement identifié et c'est le bien qui gagne. Et c'est annoncé dès le départ. On sait que le bien va gagner. C'est jamais Sauron qui gagne, en fait. Le pauvre, lui, c'est tout le temps la victime de l'histoire à la fin, tout le temps. Bah, disons que le méchant est véritablement le vrai méchant et dans tous les cas va perdre. Ah, c'est ça. Après, il me semblait que la seconde particularité de la light fantasy, du moins ce que j'en avais lu dans un bouquin, c'est qu'il y avait un gros côté humoristique pour essayer Ah, d'alléger le propos en lui-même. Il me semble, hein, après, peut-être que. d'accord. Je savais pas du tout que ça pouvait être, enfin, que Bah, il c'était. me semble que c'est ça, du coup, la vraie opposition. T'as la dark fantasy où c'est très sérieux, très sombre, très violent, et t'as la light fantasy où c'est un petit peu moins sérieux avec bah, l'humour, etc. Alors, C'est attends. quoi l'intérêt de la light Alors, Bah, qu'est-ce j'en que lis pas, donc je sais pas. la light, ça va être très adapté par exemple à un public un peu jeune, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver des valeurs de bien et de mal et on va pouvoir facilement les présenter à un public assez jeune, des enfants, des adolescents, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Ensuite, il y a quoi comme commentaire? Tu viens de dire le pauvre parle de Sauron? Oui, Morgane, j'assume. C'est vrai Alors, qu'il a bad boy, il en prend plein la gueule quand même. ensuite, il y a une autre. Ah oui, les Thermidor, c'est quel genre? Alors, Damien, lui, il plutôt Dark Fantasy. J'avoue Alors moi, personnellement, le tien, je le place à la frontière entre la dark fantasy et la fantasy de mœurs. C'est-à-dire que ouais, toi, la magie n'existe pas, ou du moins elle est considérée comme vraiment surnaturelle. c'est ça.
Totalement. Et dark parce que c'est quand même vachement violent. Enfin, après, c'est peut-être le public que tu as choisi qui fait que c'est comme ça, mais bon, tu as quand même des Ouais, scènes mais de sexe, de viol, ben, des trucs. Voilà quoi. Un peu comme moi en fait, mais voilà, c'est ça. beaucoup plus humain du coup. C'est encore pire d'ailleurs. Alors, Nalbuck, ouais, oui, c'est vrai. Alors, je sais pas si ça, c'est de la high fantasy. Là, pour moi, c'est carrément du parodique. Je pense que ça va être encore un autre sous-genre. Je suis sûre qu'il y a un mot spécialement pour ce truc-là. Naël Buck, ouais, ouais, je suis même pas sûr qu'il existe à l'heure actuelle un thème, enfin un sous-genre qui étiquette complètement ce qu'est Naël Buck. C'est Mhm. sûr que c'est très humoristique. Après, ça ressemble beaucoup à de la high fantasy aussi parce que c'est un univers extrêmement riche avec plein d'espèces différentes et tout. Ça me fait penser aussi à la série audio qui a un peu plagié, enfin du moins qui est énormément inspiré de Naël Buck. Mhm. C'est Reflet d'acide où c'est une série audio que tu suis, c'est vraiment le même délire avec un elfe, un nain. Enfin, on a vraiment les caricatures des espèces principales de la fantasy, quoi, qui du coup chantent, qui font des blagues, qui disent des choses. Voilà. Attends. Alors, question de Camille, mais si la magie n'est pas présente, pourquoi est-ce de la fantasy? Alors ça pour moi c'est une super bonne question. Il y a encore très peu de temps, j'ai reçu un commentaire en mode ah mais attends, toi, du coup c'est décrit c'est pas de la fantasy puisqu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de machin et tout. Et ça va. Alors si c'est pas de la fantasy, je ne sais pas ce que c'est. En fait, Bah, si, c'est de la fantasy parce que tu es dans un univers parallèle, enfin du moins qui ça n'existe pas. n'existe pas en fait. C'est un monde qui est inventé, donc ça ne peut pas se passer chez nous. Donc, c'est forcément quelque chose qui n'existe pas, de surnaturel, donc c'est de la fantasy. Voilà. Il y a juste des bébêtes louches dans les Thermidor, oui, et encore, c'est même pas sûr. T'as pas de Corona. Alors en fait, j'ai une DSP au frigo, j'ai oublié de la mettre, donc là elle est au congélo et en plein milieu, il faut aller la chercher, mais t'inquiète pas, elle est là. Alors, Dunk est considéré comme très dark depuis sa découverte. La question n'a pas été posée, on peut pas Théo. Pardon. Et Game of Thrones, est-ce que c'est de la dark? Alors, moi je sais que j'avais lu des définitions concernant justement light, dark, il y a un troisième genre, je crois que c'est cool dark, comme ça, si je dis pas de bêtises. Où finalement, la distinction qui était faite, c'était light, c'est manichéen, le bien gagne, tout ça. Dark, c'est super sombre, c'est vraiment le truc, c'est du ignoble tout le temps, il y a 50 000 fois le mot viol, enfin voilà, ce genre de choses, donc les Bordaliens. Et pour Game of Thrones et pour d'autres œuvres qui vont être un petit peu à cheval entre les deux, bah, en fait, elle serait dans presque un autre sous-genre qui serait un petit peu entre les deux, en mode, ben, en fait, ça va être des nuances de gris, sans vouloir partir sur d'autres œuvres dont on ne voudra pas parler ici, pour d'autres raisons. Des espèces de nuances de gris, en mode, on ne sait pas différencier le bien et le mal, on ne sait pas exactement qui est méchant, qui est gentil, pas passer, on va pas, tout simplement. Donc, en fait, la question la plus compliquée à résoudre, c'est est-ce que la dark fantasy regroupe ce genre-là aussi d'œuvres, à savoir, le bien, le mal, tout ça, ou est-ce que la dark, c'est vraiment un part, et dans ce cas, il y a un troisième sous-genre, une dark fantasy, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh ben, George Martin avait répondu à cette question dans une interview il y a un moment et il disait que pour lui, son œuvre rentrait effectivement dans ce qu'on pourrait appeler la dark fantasy, mais elle frôlait aussi énormément avec la fantasy de mœurs. C'est-à-dire qu'on se concentre avant tout sur l'humain et on fait une espèce de grande part à ce qui pourrait se passer dans l'histoire en général. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Game of Thrones ressemble énormément à ton œuvre, Les Thermidor. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai adoré. Parce qu'après, il y a la particularité dans les Thermidor, c'est que la magie, du moins dans le premier tome, elle n'apparaît pas, ou alors elle est sous-entendue comme potentiellement existante, mais c'est pas avéré, ou du moins c'est à travers une religion extrémiste. C'est ça. Mais dans Game of Thrones, bon bah après, spoil alert pour les gens qui n'ont pas vu la série ou lu les bouquins, mais on a de la magie, il y a les dragons, il y a les marcheurs blancs, il y a, etc. Mais en fait, ce qui est très caractéristique, c'est que c'est pas l'élément principal de l'intrigue et que même si on l'enlevait, on pourrait quand même soutenir l'histoire debout. Alors que, par exemple, si tu retires typiquement Voilà. les éléments surnaturels de Lucien des Anneaux, bah, il se passe plus rien. Je veux dire, Frodon, il cultive ses champs à la comté. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Bon, en plus, non, mais c'est pire, c'est que même Frodon n'existerait pas parce que c'est un hobbit, donc c'est même pas un humain, donc il n'existerait même pas. T'as raison. Non, du coup, Game of Thrones, c'est très particulier. Enfin, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais c'est un peu comme, si on y pense, c'est un peu comme Harry Potter. Au final, les gens sont pas forcément d'accord. Il y en a pour qui c'est du fantastique, il y en a pour qui c'est de la fantasy. Pour moi, c'est de la Après, t'as les puristes qui vont dire non, mais c'est de l'urban fantasy parce que c'est un mélange particulier. Donc, Game of Thrones, c'est vraiment la question un peu compliquée. Donc, en vrai, je pense qu'il faudrait demander vraiment à l'auteur ce qu'il penserait de cette question. Après, moi, de mon avis de lecteur, parce que je suis habitué à lire de la dark fantasy et aussi de la fantasy de mœurs, je pense que c'est vraiment à la frontière entre les deux, un peu à l'image des Carmidor. Ouais. Ouais.
J'adore Voilà. en fait le fait qu'on compare Game of Thrones très connu à Les Thermidor, pas connu du tout, pour dire non mais si tu veux savoir, regarde Les Thermidor, bah c'est pareil en fait. Bah, franchement, ouais, moi je vous dis, allez lire les Thermidor, vous verrez bien, faites-vous une idée. Mais bah, tu sais, moi j'ai des lecteurs qui m'ont mis ça en commentaire, qui me disaient ouais, je trouve que ça ressemble un peu à Game of Thrones parce que c'est très noir, il y a beaucoup de gens, ils Ouais, sont méchants, machin. Et je dis les gens sont oui et non, oui et non parce que moi je m'inspire beaucoup moins de l'histoire avec un grand H qu'a pu le faire. George Martin, par exemple, ça va peut-être choquer des gens, mais Les Noces pourpres, c'est un épisode qui a vraiment existé dans l'histoire au Moyen Âge. merci. Et C'est pas né de l'esprit de la seul scène, de la l'auteur. scène que j'ai adorée, c'est le couronne d'or sur la tête de Céline. Ça c'est pareil, c'est un scénario historique réel. Oui, Donc ça, c'est intéressant d'ailleurs. exactement. Donc on peut peut-être dire aussi au final que la fantaisie de mœurs se caractérise aussi par le réalisme imposé à l'univers qu'on pourrait considérer comme de l'histoire avec un grand H au final. Même si c'est dans un monde qui n'existe pas du tout. Tout à fait. Donc Game of Thrones, au final, si on enlève la magie, donc les marcheurs blancs, les enfants de la forêt, enfin tous ces trucs-là, les dragons, etc. Bah, au final, c'est vachement crédible, quoi. Donc ouais, c'est plus de la fantasy de mœurs que de la dark fantasy. La dark fantasy, c'est pour trouver une œuvre. Moi, je connais deux œuvres que j'aime énormément. Il y a un manga qui s'appelle Berserk, où Ah là, oui. c'est typiquement de la dark fantasy, on y est à fond. Mhm. Et aussi les chroniques de la Compagnie Noire. Ça me C'est dit pareil, quelque c'est chose. extrêmement dark. Et c'est pareil, là, le côté magie est un peu mis de côté et on est vraiment dans un univers violent avec des hommes qui sont pas super sympas. Donc voilà. Donc non, la dark fantasy, il faut vraiment voir ça comme un univers très violent et surtout pour les adultes en fait. Ouais, Donc voilà. on ne conseillerait pas de la dark fantasy à un enfant, un Ben, adolescent. ça me rappelle, Camille s'en souviendra peut-être, et Elodie, je sais plus si elle était déjà là, mais un jour, on était à un salon et il y a un gamin qui arrive avec sa mère et qui commence à prendre mon bouquin dans les mains, qui voulait le prendre, et je lui dis, bah, Madame, votre fils, il a 12-13 ans, donc en fait, non, parce que bon, enfin, Repose ce bouquin. non, j'ai dit, moi, ok, si la couverture lui plaît, l'histoire peut lui plaire, machin, mais c'est trop violent, c'est pas pour les enfants. Enfin, quand tu vois que dès le premier chapitre, c'est pas tout beau, tout rose, voilà quoi. Non, Donc bon, ouais. donc on va dire, oui, que la dark fantasy peut être considérée avant tout Ouais, comme de la fantasy pour adultes. ouais. Mais Ou du d'ailleurs, moins pour public averti. C'est ce qu'on avait mis sur un post-it accroché à la couverture du bouquin. On avait mis attention, âme sensible, tu vois. En mode, wouh. alors Camille proteste et ne vente alors. Et effectivement, elle a raison. Mais bon, ceci dit, je suis pas tout à fait certaine que ce soit une très bonne chose de donner, enfin de vendre à un enfant un bouquin de dark fantasy, de l'avoir ensuite 3 mois après totalement traumatisé. Je suis pas tout à fait sûre que ça fasse une bonne pub. Ouais, non, bah après, moi, j'ai l'esprit pédagogue dans ma tête, donc je me dis, mais mes élèves, je vais pas leur faire lire ça, quoi. Ah bah, Pas encore, en tout cas. Elodie s'en fout. Oh, ça l'aurait éduqué rapidement, moi. Non, effectivement, c'est une façon de Oui, voir. oui, oui, oui. Enfin, après, c'est un peu compliqué. Enfin bon, mais du coup là, on a quand même parlé de sous-genres qui sont quand même plutôt rares finalement et qui sont difficilement définissables. On va dire que le sous-genre principal de la fantasy, c'est ce qu'on appelle la high fantasy, Ouais, tout à fait. qui est très étroitement lié à l'heroic fantasy. L'heroic fantasy, la high fantasy, c'est ce qui est le plus lu. La high fantasy, concrètement, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Voilà. Alors, faut Et savoir l'heroic. qu'une même œuvre peut avoir quand même plusieurs genres. Alors là, il y a mon chef qui est très drôle. Faut quand même savoir qu'une œuvre peut avoir plusieurs sous-genres. C'est-à-dire qu'une œuvre peut être à la fois high fantasy et pourrait être à la fois dark fantasy, pour être les deux. Je sais pas si je me Oui, trompe. bah, par exemple, moi, je sais que le premier tome des Trois Gardes, il frôle vraiment la high fantasy, et c'est-à-dire qu'on se concentre sur un groupe qui avance, et la dark fantasy. Et plus on avance, à partir du tome 2, là, moi, je considère qu'on est plus dans la dark fantasy réelle. L'heroic fantasy, elle, c'est surtout un sous-genre qui se concentre sur un héros en particulier. Ouais. Typiquement, Ça va être, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? les dragons. Eragon, ouais, typiquement, ouais. Bon, petite Typiquement. facile. Des dragons, un héros tout seul, un gamin. Parfait. De l'héros. Voilà, typiquement. Ça peut être aussi, en fait, tout récit qui va se concentrer vraiment sur un personnage et sur l'apprentissage qu'il va acquérir à travers sa quête.
Parce que ça, c'est deux choses fondamentales dans la fantasy également, c'est la notion d'apprentissage et la notion de quête. C'est dans tous les livres, même si c'est très en arrière, toujours une quête ou quelque chose qui pousse le personnage C'est vrai. à partir. En même temps, c'est un peu l'intérêt, c'est-à-dire que si on voulait juste une histoire un peu plus simple à base de romance ou de policier, tout ça, on n'aurait pas besoin d'inventer tout un univers parce que faut quand même bien le dire, la fantasy c'est chouette, mais le travail que ça demande pour créer un univers cohérent, c'est un temps monstre en fait. Donc, faut bien qu'il y ait Tout à une fait. quête, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On rentabilise pas du tout le temps. Non, bah, en plus, il faut réfléchir, oui, parce que mine de rien, c'est la construction totale d'un monde. Donc, il faut réfléchir à sa constitution politique, géographique, religieuse aussi, ça peut être très important. Et même Euh, dans le cas d'Urban Fantasy, en fait, là-bas, on prend l'exemple ultra connu, tout le monde connaît, donc par exemple Twilight, très simplement. Twilight, on peut considérer ça comme de l'Urban Fantasy. Et ben, il y a quand même un travail de construction autour de toute l'histoire des Volturi, l'historique des vampires, etc. C'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air, et c'est pour ça que c'est la fantasy. Bah après, Twilight, par exemple, on l'a intégré dans le sous-genre qu'on appelle le beat lit. C'est-à-dire, Oui, c'est tout ce qui est lié aux loups-garous, enfin, les vampires, enfin, tout ce qui est romance saupoudrée énormément de surnaturel, très souvent lié aux loups-garous et aux vampires, parce que c'est les deux créatures principales. Alors, j'ai une question, Camille. Du coup, Phébus correspond à ce schéma, non? Alors oui, Phébus, c'est un personnage qui serait intégralement lié à ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Mais ça va vraiment partir en cacahuète au bout d'un moment, et là, on va plus aller vers au-delà de la quête initiatique aussi, à la découverte de la vérité sur ce qu'est la magie au final, sur la nature de l'homme, du démon, etc. Donc oui, Phébus, on peut considérer que c'est un personnage d'heroic fantasy, oui, je regarde. Donc, mais qui part en couille. Totalement. Voilà. après, qu'est-ce qu'on avait? On avait noté, ah oui, la Space Fantasy. Oui, la space fantasy, j'adore la space fantasy, c'est génial. Vas-y. Alors, la space fantasy, c'est bon alors si on définit, enfin si on traduit clairement, c'est la fantaisie de l'espace ou dans l'espace. Ouh, voilà. Donc pour les personnes qui ne sont pas anglophones, space, espace et fantasy, bah fantasy. Euh, Concrètement, c'est Star Wars. Voilà. Donc après, voilà, faites-vous une idée avec Star Wars. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas du fantastique, ce n'est pas de la fantasy, c'est de la space fantasy. Quoi que tout le monde puisse ne pas être content là-dessus, c'est de la space fantasy, c'est clair et net. Parce que on a les codes de la fantasy intégrés dans un univers de science-fiction. C'est tout bête, mais c'est typiquement ça. Et du coup, on a une autre appellation pour ça. On appelle aussi ça la science fantasy. Vous en avez déjà lu des... Ouais, c'est la même chose. Ouais. C'est space fantasy, c'est le terme anglais, et science fantasy, c'est le terme français. dans l'espace, quoi. C'est-à-dire que la science fantasy pourrait être plus large que juste le cadre de l'espace. Oui, bah de toute façon, si on prend Star Wars, concrètement, on a la quête initiatique du jeune homme qui se découvre des super pouvoirs, à savoir la force qui est égale en fait concrètement à la magie, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est du coup comment faire la différence entre l'espace fantasy et la science-fiction. Et bah la science-fiction, par définition, c'est l'explication de ce qui peut être surnaturel par la science. Il faut absolument que la science permettent de réaliser des phénomènes qui, pour nous, au XXIe siècle, sont impossibles. Voilà. Donc ça pourrait être tout simplement des androïdes qui seraient très très proches de l'humain, tout simplement. Bon, là, dans l'immédiat, ça peut sembler un petit peu fou. Bon, alors après, on s'y dirige petit à petit, hein. Mais en fait, la grosse différence, c'est que la science-fiction, la science-fiction, ça va vraiment être quelque chose qui va être totalement expliqué par les aspects scientifiques, en fait. Donc, là Voilà, aussi, il faut absolument que la magie, mhm. en tant que telle, soit expliquée par la science. Il faut que la science puisse nous permettre de pratiquer cette magie, enfin ce qu'on appellerait nous de la magie parce que ça n'existe pas. Mais au final, est-ce que la magie, c'est pas de la science très avancée? Ah, c'est toute la question. Ça devient trop compliqué, là. Bah, mine de rien, c'est le topo général des récits de science-fiction quand on y pense. C'est la magie, oui, c'est une science très avancée. Après, on a la particularité, un sous-genre de la science-fiction qui serait le cyberpunk, Oui. qui se place dans un univers plus proche du nôtre, avec une révolution technologique avancée. Là, j'avoue que j'ai pas d'exemple précis parce que j'en lis pas, mais voilà. D'ailleurs, en autre sous-genre, alors, ouais, c'est un sous-genre de la fantasy. On peut aussi classer tout ce qui était steampunk.
où là, il va y avoir une petite part technologique un peu plus poussée, même si on s'approche quand même davantage de tout ce qui est époque industrielle, donc ça va pas chercher trop loin non plus, c'est de la vapeur, des engrenages, ce genre de choses. Et ça, c'est aussi... Dishonored, ouais, voilà. Dishonored, le jeu vidéo, si les gens connaissent, c'est voilà, c'est ça. Il y a le jeu aussi, là, le prochain jeu de merde, comment il s'appelle? Putain, les gens qui ont fait The Witcher, j'ai oublié. CD Projekt, qui vont faire Cyberpunk 2077. Et là, on est typiquement aussi dans le steampunk, mais totalement. Écoute, on a vachement parlé des sous-genres, je vois que l'heure tourne. On pourrait peut-être parler des origines, du coup, d'où ça vient la fantasy. Parce qu'on a Oui, l'impression que c'est un truc c'est un peu compliqué. différent. Les origines, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Comment expliquer ça? Pouf, Bon, compliqué. déjà, disons-le, on peut dire que Pardon? d'ailleurs, disons-le, on peut dire que la fantasy, c'est l'un des plus vieux genres du monde, en fait. Donc, le policier, ça reste relativement récent. La science-fiction, de fait, ça l'est également. Mais la fantasy, c'est extrêmement vieux comme exemple. C'est vieux, mais il faut faire attention parce que la fantasy aujourd'hui, ce qu'on appelle nous fantasy aujourd'hui, répond à des codes qui n'existaient pas à l'époque. Donc on peut pas forcément tout considérer comme de la fantasy. Au même titre que on peut se dire aussi que la romance, bah, c'est aussi ce qui existe depuis la nuit des temps. Ben c'est pas les mêmes codes non plus. Donc faut faire attention à cette question de code. Mais on va dire que ceux qui ont posé les bases de ce qui est aujourd'hui la fantasy et ce qu'on recopie tous malgré nous, c'est Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, incontestablement. Ça peut être aussi Lewis avec Narnia. Ouais. Et l'auteur de La Croisée des Mondes, que j'ai oublié, je sais plus comment il s'appelle. Attends, Et c'est les trois gros auteurs qui sont sortis à peu près en même temps, au milieu des années 1900. Donc c'est vraiment eux qui ont amené les codes principaux de la fantasy auxquels bah, les auteurs et les lecteurs se réfèrent principalement. c'est ça. Philippe Pullman, voilà. Pullman, voilà, c'est ça. Après, Pullman, voilà, c'est particulier parce qu'il y a un gros côté religieux aussi dedans. C'est très christique quand on y pense. Comme Donc, Tolkien. bah, comme Tolkien, comme Narnia, comme Lewis. Ouais. C'est comme la religion catholique était très prégnante prégnante à ce moment-là. Forcément, ils ont intégré ça là-dedans. Donc la religion, par exemple, si dans Narnia, pour faire concrètement, la résurrection d'Aslan, bah, c'est Jésus en fait. Mais voilà. Non, mais c'est ça. Hein, Totalement. Et d'ailleurs, Aslan, c'est Jésus. parfait. Ça fait une transition parfaite pour parler du coup des origines un petit peu religieuses, bibliques, tout ça, de la fantasy, puisqu'on va aller puiser jusque dans ces sources-là pour trouver des inspirations qu'on peut ensuite récupérer dans la fantasy. Voilà, c'est ça. Alors en fait, particularité, c'est que moi je suis enseignant-chercheur aussi en histoire grecque et je suis spécialiste de la religion grecque dans mes études et mes recherches. Donc, en tant qu'auteur et en tant que lecteur, je me suis aussi posé la question à savoir, est-ce que par hasard, les origines de la fantasy viendraient pas aussi des mythologies indo-européennes, mais aussi mayas, enfin n'importe lesquelles. Bien sûr. Alors oui, parce que on y pense, les mythes, les créatures qui y sont, etc., c'est un terreau sur lequel on peut piocher infini. Franchement, il y a 1 million d'histoires différentes avec les traditions, etc., etc. Mais la particularité, c'est que ça ne répond absolument pas au même code. Parce que ce qu'il faut comprendre concrètement, c'est que pour eux, ce n'est pas de la fiction. Ça a vraiment existé. C'était avant, mais Ouais. ça a vraiment existé. Qu'aujourd'hui, nous, la fantasy, on va pas se dire en lisant les Carmidor, ah bah si, mais c'était il y a 1500 ans. Je redis Si, pas, si, mais ils étaient là. Voilà. Donc, incontestablement, il y a un côté très fantasy dans les récits religieux, n'importe quelle religion. Voilà. je pense que les gens y croyaient pour de vrai. C'est les gens qui pensaient qu'en fait ça faisait partie de leur temporalité. C'est la question de temporalité. Par exemple, chez les Grecs, donc je parle des Grecs parce que c'est ce que je connais le mieux, mais chez les Grecs, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, donc les deux épopées homériques, pour eux, ça faisait partie de la même temporalité, mais ça avait eu lieu 500 ans avant leur époque. Donc pendant les années 1300, 1700, 1100, ce qu'on appelle la civilisation messénienne et qui a fini par disparaître complètement du jour au lendemain au XIe siècle sans qu'on en connaisse les raisons. Avant Jésus-Christ, je précise quand même au cas où pour ceux qui... Oui, avant Jésus, oui, parce que sinon, voilà, oui, c'est sûr, avant Jésus. Non. Et les chansons de gestes, les chansons de gestes, je considérerais pas ça comme de la fantaisie, parce qu'il n'y a pas forcément
il n'y a pas forcément de créatures, etc. Mais là, c'est toujours la même complexité, c'est qu'on peut pas vraiment considérer des récits d'une autre époque à la nôtre comme de la fantaisie ou pas, parce que c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes volontés, c'est pas la chanson de Roland, par exemple, c'est pas considéré comme de la fantaisie, c'est un roman de chevalerie. Donc c'est très compliqué de. C'est très drôle, c'est que du coup, on pourrait presque dire que les chansons de West, c'est presque de l'urban fantasy pour eux à l'époque, puisque ça se passe dans leur milieu à eux, plus ou moins, hein, à quelques décennies près. Mais par contre, on va souvent y rencontrer des trucs un petit peu surnaturels, genre Roland qui est né, bon, bah, clairement, on se doute bien que ça va plus se passer comme ça. Bah, par exemple, la légende arthurienne, aujourd'hui, c'est devenu un sous-genre de notre fantaisie, la fantaisie arthurienne. Concrètement, on s'est inspiré de toute cette légende autour d'Arthur, du roi Arthur, Excalibur, la Dame du Lac, etc. Je vais pas vous refaire l'histoire. D'ailleurs, si vous les avez jamais lus, lisez-les, c'est super cool. Avec Merlin l'Enchanteur, enfin tout ça. Mais on s'est inspiré de ça pour en faire, nous, un sous-genre aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas considéré comme de la fantaisie. C'était, comme je dis, sur la même temporalité. Donc pour eux, c'était réel. Mais avant. Donc en fait, nous, en fantasy, on ne fait que reprendre des trucs qui ont déjà été créés avant. C'est bien, c'est Bah, une solution. oui et non. Mais de toute façon, tu peux pas inventer tout un truc comme ça. Il te faut toujours des références, c'est obligé. Enfin, moi, je sais que par exemple, la particularité de mes écrits, c'est que c'est complètement intégré dans la civilisation grecque et la mythologie grecque, parce que je m'en inspire énormément. Mais voilà, c'est mes recherches, c'est ma passion, donc forcément, je vais l'utiliser. Toi, je suis certain que dans les Carmidor, tu as dû penser à des civilisations ou des trucs comme ça. Enfin, par exemple. Camille, Camille Endel, je crois, qui était là sur le chat, Ouais. qui a écrit. Ah mince, ça a changé de titre, donc du coup, je me rappelle plus. Eldrid, je crois, ou Endrel, ou enfin, je sais plus, mais qui, elle, est directement inspirée des civilisations scandinaves. Donc voilà, on a forcément quelqu'un qui crée. On crée à partir de ce qu'on connaît et de ce qui a déjà été fait, mais c'est normal. C'est ça. C'est ça. Alors écoute, moi je vois, alors Srael, je sais pas si vous connaissez bien. Oui, c'est ça, Israël, voilà, merci. Tout à fait. Bah, en fait, avant, sur Wattpad, ça s'appelait Israël, mais maintenant, ça s'appelle Eldrid. C'est pour ça, du coup, j'ai confondu. Mais pardon, Camille, excuse-moi. Bon, mais c'est bien Google. Mais tu vois, ça prouve que je l'ai lu sur Wattpad avant. On te trouve facilement sur Google en plus, ça c'est pas mal. Alors, Bah, c'est Hachette Édition, donc c'est pratique. c'est ça. Donc d'après vous, c'est impossible d'écrire sans influence. Est-ce que pour la fantasy ou tous les genres sont-ils concernés? Ah oui, juste pour la fantasy de tous les genres. Alors clairement, si en fantasy on peut pas réinventer la roue, ça veut dire que c'est pareil pour les autres genres, hein. Pour moi, c'est vraiment la même chose. La seule petite subtilité que j'irais, si on peut rien réinventer dans aucun genre, il y en a peut-être un quand même qui est fort, c'est la science-fiction. Parce qu'en fait, dans la science-fiction, tu te bases sur les évolutions technologiques, plus on avance et plus on va avoir un nouveau terreau à exploiter. C'est peut-être la différence. Alors que la fantasy se tourne essentiellement vers le passé. Clairement, c'est beaucoup compliqué. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi en même temps. C'est-à-dire que même pour la science-fiction, quand on y pense, il y a toujours les mêmes idées de base. Il y a les voyages spatiaux, la découverte de nouvelles planètes, la science qui est très avancée. On est généralement 3 ou 4 siècles plus tard. Enfin, c'est. Alors, pour répondre à la question de Camille, est-ce que c'est impossible d'écrire sans influence? Oui, on peut pas. Moi, je ne peux pas. J'y arrive pas. Même si j'essayais de créer quelque chose de A à Z, il y aurait toujours une référence ou je pense. On est tellement imbibé de toutes ces références qu'on a, de tout ce qui a été fait auparavant que c'est très difficile. C'est révolutionner un genre. Je pense pas que ce soit possible. Enfin, peut-être que ça l'est. Hein, je sais pas. Je suis pas omniscient, mais Après, ça dépend de ce qu'on appelle révolutionner, écrire sous influence ou pas, ça dépend hein, en fait. Hein. Toutes les histoires se ressemblent, mais par contre, elles sont toutes différentes d'une certaine façon. Donc après, ça dépend où on place le curseur de l'originalité. C'est ça, en fait, la vraie question. c'est que de toute façon, incontestablement, on utilise des codes. Et si on essaie d'aller envers ces codes, ça veut dire que ça a déjà été fait par d'autres. Et donc, on a lu quelque part ou entendu quelque part qu'il y avait quelqu'un qui avait fait comme ça autrement. Donc, on va aller à l'envers de ces codes, mais ça a déjà été fait. Donc, en fait, l'envers de ces codes devient finalement des codes. Donc, c'est encore plus compliqué. En fait, il y a des codes partout. Voilà. Bon courage. Oui, mais c'est ça. Mais comme on disait, c'est l'être humain. Il étiquette et il code tout. C'est humain, c'est normal. Mais je pense que c'est très difficile de créer quelque chose de complètement nouveau. Franchement, j'ai beau essayer. Bon, commencer depuis tout à l'heure, est-ce que pour vous, c'est possible de quelque chose de totalement nouveau? Enfin, totalement nouveau, entre guillemets. Pour vous, dans quelle mesure c'est possible de réinventer quelque chose de différent, de
très nouveau de ce qui existe. Voilà. Moi, j'ai hâte de lire les commentaires. Donc, allez. Ouais, je serais curieux de savoir, parce que moi, je sais que j'ai un avis un peu arrêté là-dessus, mais Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on peut pas réinventer totalement un genre, hein, ça c'est sûr. On peut essayer d'être un petit peu à cheval sur deux genres, par exemple. On peut aussi sortir de certains codes, mais c'est difficile de totalement réinventer et surtout d'être en dehors des influences culturelles qu'on a, quoi. C'est ça, bah, c'est que, je sais pas. Après, moi, je sais que j'écris que de la fantasy et je lis pratiquement que de la fantasy, du fantastique. Donc, forcément, je suis tellement dans les codes traditionnels, les machins, les trucs comme ça, que même si j'essaie de m'en détacher un maximum, ça a forcément été fait. c'est ça. C'est ça. Il y a tellement de récits qui existent, on n'imagine même pas la quantité de livres de fantasy qui existent. Enfin, c'est. Alors, super. Non, je pense pas, comme le dit Damien, on sera toujours influencé par quelque chose, même inconsciemment. Voilà, donc elle aussi, elle pense qu'on peut Oui, pas. oui, oui, moi je pense, hein, c'est catégorique, hein. Mais même pour tous les genres, je pense, hein, que ce Ouais, soit la romance, le thriller, le polar, n'importe quel genre. Il y a des codes et on en est. après, Voilà, on est dedans. par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure des origines de la fantasy, des pères de la fantasy, donc, Tolkien, etc. Mais en fait, eux, au bout d'un moment, au départ, ils ont quand même un peu révolutionné quelque chose. Bah, parce que ça n'existait pas. Bah voilà, mais du coup, tu vois, eux, ils ont inventé quelque chose, pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas? À part le fait qu'on est peut-être moins doués, peut-être. Peut-être, je ne Bah, sais pas. si, c'est peut-être possible d'inventer quelque chose, mais dans ces cas-là, ça s'appellerait plus de la fantaisie, c'est Ah autre oui, oui, chose. bien sûr, bien sûr. Mais justement, sortir un peu du cadre de ce qu'on écrit, donc en fait, ce serait quand même possible de créer quelque chose de totalement nouveau, en fait. Ce serait bien Et nouveau. en fait, si on se concentre uniquement sur la fantaisie, je pense pas que ce soit possible de la révolutionner. Il y a trop de choses qui ont été faites. Non, c'est sûr. Ah, alors, attends. On a un commentaire. Ah oui, le seul moyen, c'est de jouer avec les codes existants, ce qui, par exemple, sur des cases existantes, et puis avec le développement du cross-média, écrire quelque chose de new dans son. Oui, après, on peut jouer sur le format, c'est vrai. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui, On a un peu parlé du cross-média avec, dans la précédente enfin, précédent live. Mais après, du coup, c'est pas dans l'histoire qu'on va vraiment révolutionner la chose, ça va plutôt être dans le média, dans le traitement. Quoiqu'après, bah c'est quand même, en fait. C'est vrai qu'elle a raison, Camille. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une histoire interactive, on change un peu la donne. Enfin, imagine une histoire où les gens font des choix un peu comme dans le jeu vidéo. Bah, c'est vrai que c'est encore une autre façon de réinventer qui existe, en fait. oui, on peut réinventer la chose, mais on invente. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours la même source en fait. C'est que si on fait de la fantaisie, bah, on répondra à la définition même de la fantaisie. C'est sûr, c'est sûr. Bien qu'elle soit difficile à définir, je l'accorde, mais on y retrouvera toujours des références ou des choses qui ont déjà été vues. Après, oui, on peut énormément jouer sur le format, et c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs chez Beta Publisher. C'est vrai. Après, C'est ce qu'on d'ailleurs, essaye déjà de faire avec d'autres genres qui sont ouais. sortis, par exemple le polar, le thriller, le roman historique, enfin, on essaye. Mais d'ailleurs, petite question qui n'était pas au programme, parce que je vois que ça va, on n'est pas en retard. Justement, on parlait de ce qui était cross-média, tout ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus compliqué que du bon cross-média. Qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà? Et De quoi? qu'est-ce que En fait, tu... ça a bugué. D'accord, alors attends, je répète. Je disais, vu qu'on a un peu de temps, c'est une question qui n'était pas au programme, mais je suis en train de me dire, avec la question de Camille, ça fait une tradition partie qui parlait du cross-média en fantasy. C'était ça, Oui. je voulais l'aborder. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'on peut inventer en fantasy pour faire du cross-média? Et déjà, peut-être définir ce que le cross-média pour ceux qui me regardent, parce que c'est peut-être pas forcément évident. C'est difficile comme question. Alors, attends, le cross-média, du coup, j'ai déjà eu la question avec Camille, donc ça y est, je peux un peu en parler. Le cross-média, ce sera de proposer des œuvres qui vont répondre à différents formats, à différents supports. Donc, par exemple, le format écrit, donc papier, un roman, dans lequel on va pouvoir insérer des QR codes, des extraits vidéo, des extraits audio, ce genre de choses. Enfin, par les QR codes, hein, pas directement dans le livre, hein, suivez un petit peu, s'il vous plaît. Et en fait, on va pouvoir proposer une œuvre avec plusieurs façons de la vivre en fait, à la fois la version écrite, la version audio, la version vidéo, etc. Donc ça, ce sera le cross-média. On y va un petit peu avec tout ce qui est œuvre interactive, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça va ressembler un petit peu à un jeu vidéo où finalement tu as un livre et on te dit, OK, à la fin de tel chapitre, fais un choix et va au chapitre un tel, tu peux donner tel ou tel choix. Donc en fait, c'est de créer quelque chose qui soit une expérience de lecture différente, qui soit pas un livre écrit de façon linéaire, et avec différents médias, donc le livre, le jeu, etc. Et donc, la question qu'on nous avait déjà posée, donc Camille nous a posée, que
côté de fantaisie, qu'est-ce que vous imagineriez comme offre média qui permettrait de faire passer votre roman, donc par exemple les Quarts Miller ou les Trois Gardes, dans une dimension qui soit un peu plus cross-média? C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que t'as des idées? Parce que moi, j'en C'est avais pas, en compliqué. fait, c'est dur. C'est compliqué. Alors attends, juste, par exemple, je réponds juste. The Reading Session, comme dans l'Étoile d'Orient, exactement. L'Étoile d'Orient, c'est intégré avec du cross-média. C'est-à-dire qu'on a des QR codes dans le bouquin qui vous emmènent à des liens, qui vous proposent des vidéos vous expliquant, par exemple, le contexte géopolitique, etc. Alors, le cross-média dans la fantasy, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, je sais que ça avait été une petite bagarre qu'on avait eue avec Camille et Elodie quand j'ai corrigé le deuxième tome des Trois Gardes, mais j'avais mis beaucoup de chansons. Ah! Et Camille n'aime pas les chansons dans les livres. Donc, par exemple, ça pourrait être la proposition. Par exemple, on a le texte, donc je sais pas, machin, gna, gna, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et on a le titre de la chanson et on intègre par exemple un QR code ou quelque chose comme ça qui permet en fait d'envoyer sur Internet et par exemple le lecteur, s'il en a envie, peut écouter la musique, les paroles, etc. C'est ça. Le mec, il a sorti un album, n'importe quoi. Il y en avait deux, trois, arrête. Attends, The Reading Session disait aussi une musique associée au livre, genre qui pourrait créer un fond univers, un peu comme dans Les Furtifs d'Alain Damasio. Oui, effectivement. C'est à peu près ça, en fait, l'idée, effectivement. Ça pourrait être une idée de transmédia en fantasy. Une carte en mode GPS à chaque chapitre. Ah, carrément! Oui, pourquoi pas. Mais après, ça dépend ça dépend si les personnes sont toujours au même endroit, ça devient compliqué. Oui, non, ça c'est sûr, mais bon, c'est vrai que si tu es dans une tête, Non, mais le cross-média, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut par exemple être tout simplement une biographie, une illustration de tel ou tel personnage sur Internet uniquement. Je sais qu'avec, je vais un petit peu spoiler ce qui va se passer, mais avec la prochaine série que je vais sortir chez Beta Publisher, on a l'intention de mettre en ligne une encyclopédie numérique de la mythologie grecque. Comme ça, les gens, s'ils ont besoin d'informations complémentaires, ils peuvent y aller. c'est super stylé, j'avoue, j'avoue. Au Ça, lieu qu'il y ait 3 millions d'informations dans le même livre, alors que c'est déjà un gros livre, donc pour éviter de surmener les lecteurs. c'est pas forcément. Noël Buck, oui, c'est un bon exemple d'univers cross-média, oui, parce que Noël Buck existe vraiment dans plein de genres différents. Ça peut être des romans, des albums, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être des univers audio. C'est ce qu'on appellerait le cross-média, c'est qu'on sort du roman, du papier, même de l'e-book, donc du texte au final, pour aller vers quelque chose de plus grand. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que déjà, l'e-book, en soi, c'est déjà un peu différent par rapport au livre papier quand tu vois, parce que de voir comment ton lectrice va s'y prendre. Bah écoute, moi aussi j'ai très hâte qu'on en discute parce que j'ai plein d'idées, mais il faut que ce soit réalisable. Numérique, Ça va être un peu compliqué. ça demande des talents en création web, ce genre de choses. Donc, bon, je vois vraiment pas à qui vous pouvez demander ça. Hein. On va voir, mais c'est surtout qu'on veut faire un truc vraiment plutôt complet, donc il faut que ça va demander un gros travail de recherche de mon côté aussi. Donc, bref. Mais oui, le cross-média. Effectivement, les références, en fait, du jeu vidéo aussi, ça vous donne des C'est idées. du cross-média. Mais ouais, mais en fait, vous avez raison, c'est que dans le jeu vidéo, il y a l'histoire de la carte GPS, par exemple, c'est tout bête, mais effectivement, c'est typiquement, ça pourrait ressembler à ce qu'on trouve dans les jeux vidéo, c'est le fait de pouvoir cliquer sur un endroit et hop, tu vois la map s'afficher, tu vois où t'es, tu vois ce qu'il y a autour, tu vois les éléments que t'as pas visités, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'en fantasy, si t'as un monde que tu peux cliquer avec une carte, tu pourrais imaginer, en plus d'avoir ta carte en début de livre, comme tout le monde fait, où personne va voir en début parce que c'est chiant, et ben là, en plus, tu pourrais aller voir exactement à quel endroit sont les personnages si jamais t'es perdu. Ça, c'est pas mal. En vrai, j'aime beaucoup l'idée. Un exemple de cross-média, par exemple, c'est vous jouez à un jeu vidéo, vous avez des énigmes, etc. Et en fait, on vous offre avec le jeu vidéo un espèce de manuel qui vous donne des informations sur l'univers, sur les solutions possibles. Et en fait, il faut que vous cherchiez en même temps dans votre bouquin et que vous retranscriviez les informations que vous avez trouvées, que vous avez réfléchies sur l'écran à travers le gameplay finalement. Donc ça, c'est du cross-média. Et c'est hyper intéressant ça. J'adorerais faire un truc comme ça. Ce serait ouf. C'est clair. Alors après, là, du coup, il Et, faudra un voilà. peu derrière. C'est pas tout à fait le même budget qu'éditer un bouquin. Le cross-média, ça peut aussi être, je sais pas, non, ça peut être plein de choses en fait. Mais le mélange, moi j'adorerais un mélange, là ce serait carrément du rêve, hein, mais
adapter les trois gardes en jeu vidéo et intégrer une grosse partie littérature là-dedans et tout. Oh, putain, ce serait fou. Oh, ce serait le feu. Je pense que ça me plairait même plus que ce soit adapté qu'en série ou en jeu vidéo ou en film. Mais Ah ouais? ouais, de fou. Oh là là, je Ah bah, serais complètement fou. mais c'est pareil, c'est pas le même budget. En fait, c'est vrai qu'il y a un des problèmes du cinéma, c'est que quand tu dois pouvoir faire ça pour une film qui va sortir, c'est un budget supplémentaire à mettre en place. Et donc, je pense que notre gros problème du cinéma, si vous voulez nous aider, c'est quand même de pouvoir créer des choses qui sont financièrement possibles. Alors là, il y a mon chef qui dit que ça existe avec un jeu pour désamorcer des bons, je crois. Ah ouais? Et c'est quoi le titre? Je sais pas. Non, Bah, par exemple, on avait à la Beta Book Jam en février, il y avait un jeu qui avait été créé sur l'Étoile d'Orion où en fait, pour résoudre les énigmes que tu avais sur l'écran, il fallait que tu utilises un classeur où tu avais toutes les informations avec des codes secrets, tout ça. Mais ça, c'est typiquement du cross-média. ouais. Il y avait un autre jeu, c'est pareil, c'était basé sur le millième pain. C'était un jeu où en gros tu devais trouver le candidat, enfin le coupable du meurtre à travers un ticket de caisse qui sortait au fur et à mesure que tu faisais tu faisais passer des clients et tout ça. Et c'est pareil, tu avais un ticket et sur ce ticket, tu avais des informations, c'était à travers ce ticket que tu pouvais répondre, enfin savoir qui avait tué la personne. Donc ça, c'est du cross-média aussi. Ouais, mais là, tu vois, finalement, en fait, le format libre, c'est l'élément principal, en fait. C'est vraiment le jeu, le principal dans ces cas-là. Ouais. Donc, en fait, Mais je pense que ouais, le cross-média, c'est ce qui permettrait de révolutionner la littérature en elle-même. Ouais. C'est une bonne idée à exploiter. Après, c'est très difficile à mettre en place. Mais bon, ça coûte cher aussi. Mais bon, chez Beta Publisher, on est un peu fou, donc on essaie des trucs. ouais, mais on n'a pas d'argent, c'est ça, on n'a pas d'argent. Non, mais bon, on essaie des trucs quand même. Ouais. Non, Ne après, serait-ce ouais, qu'avec l'Étoile d'Orion, ça marche très bien. ouais, oui, c'est vrai. Mais là, en fait, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a été plutôt bien fait, je trouve. Ça, c'est clair. Ouais, mais l'idée de la carte, je retiens, parce que ça, c'est techniquement réalisable, c'est intéressant, c'est intelligent. Ouais, je retiens. Et ouais, Une franchement. bonne idée, ouais. Une très bonne idée. Il nous reste, si je dis pas de bêtises, 4 minutes. Je crois qu'après, on devait parler en quoi nos histoires à nous, c'est de la fantaisie, mais en quoi c'est pas pareil que de la fantaisie comme on Bah, peut. on y a répondu, on y a répondu. Et en fait, on finit pas en rush, donc ça, c'est cool. Donc, plusieurs choses. Si vous avez des questions ou des suggestions de ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à le faire parce qu'on a encore autant de temps. Donc, vraiment, faites maintenant, c'est idéal. Vous avez d'autres questions sur peut-être le sujet suivant? Je sais pas ce qu'on a prévu comme autre sujet, le sujet suivant pour le live fantasy. Qu'est-ce qu'on a prévu? Le deuxième, je sais pas ce que c'est, on n'a pas encore décidé. On n'a pas Mais il y aura plein de sujets différents. Il y aura l'introduction de la fantaisie en France et son avancée, enfin du moins la plus grande importance qu'elle acquiert dans la littérature qui se lit en France. Parce qu'il faut savoir que la fantaisie, c'est avant tout un genre britannique. Tolkien. Voilà, après, il y a une grosse partie qu'on a prévue sur le cross-média avec Camille. Ouais. Et on a prévu d'autres choses, mais là, j'avoue que je sais plus. Eh bien, attends, moi, On a parlé, mais... Ici, je vois voir ça. Le premier thème, il est là. Deuxième thème, effectivement, c'est le marché éditorial français de la fantaisie et son développement. Donc, avec les talons, les concours, etc. Ça, c'est pas mal. Okay. La fantaisie, putain, mais en fait, on a abordé déjà plein de sujets là. La fantaisie hors du livre en troisième thème avec le jeu vidéo, le film, série, jeu de rôle, etc. Et le cross-média en quatrième thème dans le cadre de la fantaisie. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je vous ai spoilé déjà plein de thèmes. Alors, je suis désolée, moi, je suis vraiment là pour casser l'organisation des gens. Hein. Ça, c'est vraiment mon truc à moi. Pardon. Donc, directement, je dois spoiler plus. Donc, en fait, c'est vrai qu'on va pouvoir faire des recherches plus poussées pour le cross-média. Ça sera aussi l'occasion de réfléchir à des en avait parce qu'en fait, nous, on va pouvoir le pomper sans vergogne. Il faut surtout que les gens nous donnent aussi des idées de ce que peut être le cross-média au final. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réalisable. Parce qu'il faut réfléchir, mais c'est compliqué, mine de rien. Ouais. Ça demande, comme c'est la création, mine de rien, de quelque chose de nouveau au sein de la littérature, bah... Et c'est d'autant plus compliqué, je trouve. Salut Anthony. C'est bien, c'est qu'il arrive à la fin, quoi. Super. Il arrive à la fin, ouais. Fantasy, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, autant dans tout ce qui est policier, c'est vrai qu'on peut très facilement mettre justement des bandes enregistrées, des vidéos, ça colle tout à fait à l'ambiance. Autant en fantasy, où on est peut-être parfois dans un mood un petit peu moyenâgeux, antique, etc.
c'est difficile de caser un QR code en toute continuité sans casser l'immersion en mode tiens, va voir la vidéo sur YouTube au Factor, c'est Ouais, super. ça, c'est... En fait, il faut que ce soit adapté. La façon d'intégrer le cross-média dans le bouquin, il faut que ce soit adapté. Et c'est ça qui est surtout compliqué avec la fantasy. Ouais. Là où la science-fiction, par exemple, ça s'y prête très très facilement, puis tout ce qui est technologique, ça colle tout à fait au thème. Donc, Oui, bah, même l'Étoile d'Orient, c'était très bien parce que ça faisait un peu détective ou espion, ou c'était super cool. Donc, bon, c'est vrai. Bon, alors il reste 30 secondes, donc bah, on va vous faire des bisous. Hein. Vous avez vous avez peut-être 25 secondes pour envoyer un dernier commentaire si vous en avez, si vous envoyez des livres, des cœurs, des lol, des moments. Nous, on se retrouve quand pour le prochain live du coup? Samedi prochain, à 15h. Samedi prochain, 15h? Ok, bon, Ouais, ça marche. bah, notez ça, samedi prochain, 15h. Voilà, donc samedi prochain, 15h. Merci à tous d'être venus. Voilà. Et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bisous. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.